Les IA actuelles, donc, sont la combinaison, la conjonction de trois éléments principaux: l'apparition d'une nouvelle approche, le collectionnisme, une plus grande puissance de calcul des ordinateurs et des données en quantité. Donc, ça découle du processus de numérisation qui est amorcé depuis plusieurs années dans nos sociétés. Et le mathématicien français explique bien le lien entre données et intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas seulement un programme de recherche confiné au laboratoire ou à une application précise. Elle va devenir une des clés du monde à venir. En effet, nous sommes dans un monde numérique, de plus en plus, de part en part. Un monde de données. Ces données sont au cœur du fonctionnement des intelligences artificielles actuelles. Dans ce monde-là, qui est désormais le nôtre, ces technologies représentent beaucoup plus qu'un programme de recherche. Elles déterminent notre capacité à organiser les connaissances, à leur donner du sens, à augmenter nos facultés de prise de décision et de contrôle des systèmes, et notamment à tirer de la valeur des données. L'intelligence artificielle est donc une des clés du pouvoir de demain dans un monde numérique. Un monde numérique qui est appelé à croître. Donc, les estimations, c'est qu'il y a de plus en plus de données qui seront produites et donc de plus en plus de données qui peuvent être traitées par l'intelligence artificielle. Donc, on peut tirer de la valeur des données. Une application qui est en constante progression en intelligence artificielle, c'est l'analyse prédictive. Donc, la capacité non seulement de détecter des tendances dans les données, mais de prédire, par exemple, prédire les risques de tornades en météo. Dans le domaine des affaires, c'est très précieux. Dans le domaine des assurances, dans le domaine des transports. Donc, c'est une application d'intelligence artificielle et en particulier dans le domaine médical. Il est estimé que l'intelligence artificielle d'analyse prédictive risque de changer de façon considérable la médecine par la précision des diagnostics et aussi la possibilité de prédire des maladies, donc des arrêts cardiaques, des cancers, etc. Je participe, les deux projets auxquels je participe à l'Université Laval, sous l'angle de l'éthique, donc l'utilisation responsable des données, sont en analyse prédictive, un dans les transports et l'autre dans la prédiction des combinaisons de médicaments qui peuvent être néfastes pour les aînés. Le domaine en intelligence artificielle qui est le plus en explosion, c'est bien sûr l'IA générative de texte, d'images, mais aussi de vidéos. Nous, on va se concentrer sur l'IA générative de texte parce que ça touche plus particulièrement le domaine de l'enseignement, de l'éducation, et en particulier de ChatGPT. Donc, ChatGPT, je vais le prendre comme un représentant un peu des autres, soit Gemini, Claude ou autres systèmes d'intelligence artificielle de génération de texte. ChatGPT, on a parlé de l'apprentissage profond tantôt, ça s'inscrit dans l'apprentissage profond. C'est un réseau de neurones qui s'appelle transformateur. Donc, GPT, c'est transformateur génératif pré-entraîné. Puis on dit chat parce que c'est une IA avec laquelle on peut échanger. L'IA fonctionne par prédiction. Donc, c'est comme si on jouait à trouver le mot qui manque, donc comme dans une dictée trouée. Donc, il va essayer de prédire ce qui s'en vient après. Donc, par exemple, j'ai fait une chute en, il y a plusieurs mots là, qui peuvent intervenir, donc vélo, ski. Il va ici choisir le ski, prenons cet exemple. Ça ne veut pas dire que l'IA choisit le domaine le plus probable, mais va en choisir un. Donc, il y a un aspect aléatoire. C'est pour ça aussi que ChatGPT, si je le consulte, je lui pose une question et quelqu'un d'autre lui pose une autre question, il n'y a pas nécessairement la même réponse, parce qu'il y a un aspect aléatoire. Et là, ainsi de suite, là, en mettant ski, là, on trouve l'alpin, etc. Je donne une présentation visuelle de voir comment ça fonctionne. Donc, c'est un réseau de neurones. Encore une fois, c'est des données et des calculs mathématiques qui sont faits. Puis, en génération de texte, on appelle ça des tokens. Bon, en français, c'est des jetons. Il n'y a personne qui parle de jetons, donc je vais parler de tokens. Les tokens, c'est des unités, soit un caractère, deux caractères ou des mots. Là, on va simplifier. Disons qu'un token, c'est un mot. Qu'est-ce que va faire l'intelligence artificielle? Elle va partir des données qu'on lui a fournies. Et il va faire des associations. Donc, on va se concentrer sur le mot work. Donc, on va regarder ce mot-là intervient avec quel autre mot dans les données d'entraînement. Il va faire des associations. Il va associer tel mot qui revient toujours avec tel mot. Il va faire des calculs de probabilité. Et il va parvenir donc à voir qu'est-ce qui est le plus probable si je mets tel mot.
C'est assez complexe parce qu'on dit que la matrice qui est utilisée pour représenter la relation entre les tokens, ce serait une matrice en 12 000 dimensions. Donc, c'est considérable. C'est un peu en dehors de l'entendement humain, mais c'est très, très complexe. Pour que ChatGPT soit efficace, ça prend beaucoup de données. On parle de 300 milliards de mots. À titre indicatif, ça voudrait dire ceci. Si vous lisez 300 mots par page, une page par minute, pendant 24 heures par jour, vous devrez lire pendant 1900 ans pour intégrer autant d'informations. C'est considérable. Donc, c'est ce que l'estimation de Nicolas Doyon, qui est professeur de mathématiques à l'Université Laval. Et ChatGPT 3, c'est une estimation, parce que c'est ce qui est particulier avec les systèmes actuels. Il y a beaucoup c'est pas des systèmes ouverts, donc il y a beaucoup c'est pas simple de savoir la configuration, mais on estime que ChatGPT 3 aurait de 60 à 80 milliards de neurones, 96 couches et 175 milliards de points entre les neurones à ajuster. Et on parle pour ChatGPT 4 de 1000 milliards de poids entre les neurones. Donc, c'est considérable. Donc, on sait, on précise quand même, qu'en aucun moment, ChatGPT ne sait ce qu'on lui demande. Par exemple, si on lui dit quel est le 6e élément du tableau périodique, bien, il n'y a aucune idée, c'est quoi le tableau périodique, il ne sait pas c'est quoi le carbone. Donc, il va prendre dans ses données, 6e élément, tableau périodique, qu'est-ce qui arrive souvent? Bien, le carbone, il va souvent avec ça, c'est le carbone. Donc, c'est comme ça qu'il propose ses réponses. Il se comporte de manière intelligente, sans bien sûr être intelligent comme l'est l'être humain. Donc, c'est vraiment une autre représentation du monde. Donc, il y a les données qui permettent le succès de ChatGPT. Il y a un autre ingrédient important, et c'est l'humain. Alors, si on compare la sortie de ChatGPT avec un autre système, Galactica, qui a été sorti par Meta, qui a connu un flop, la différence, c'est que ChatGPT, lui, avait utilisé l'humain à 2 niveaux pour ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement avec retour humain. Donc, on engage des personnes pour corriger et évaluer les réponses par ChatGPT. Donc, les réponses qui sont les plus véridiques, mais aussi les réponses auxquelles s'attend l'être humain. ChatGPT, en quelque sorte, est entraîné à satisfaire l'être humain. Et aussi, on ajoute des filtres pour éviter le contenu sensible. On a mentionné tout à l'heure les potentialités de l'intelligence artificielle, notamment en analyse prédictive. Donc, on sait que de grands pouvoirs amènent de grandes responsabilités. Et donc, il faut développer l'intelligence artificielle en tenant compte des principaux enjeux que soulève l'intelligence artificielle. Et c'est ce qu'on va examiner d'abord. On va débuter par l'enjeu lié au fonctionnement de l'intelligence artificielle. Le premier enjeu sur lequel je vais insister, c'est l'enjeu des biais. Donc, sur le plan de l'éthique, un biais, c'est le fait que le résultat fourni par l'intelligence artificielle ne soit pas neutre ou objectif, notamment parce que ce résultat intègre des préjugés ou des stéréotypes. C'est on pourrait dire un enjeu important. Les biais constituent un des défis les plus urgents de l'IA, estime le Conseil de l'Europe. Par exemple, il y a quelques années, la compagnie Amazon, qui reçoit beaucoup de CV, avait développé un système d'intelligence artificielle pour filtrer les bons CV. Et comme tout système d'intelligence artificielle, on a utilisé les données du passé pour développer cette intelligence artificielle-là. Or, historiquement, les hommes avaient été favorisés dans l'embauche. En conséquence, l'IA favorisait systématiquement les femmes dans l'embauche. Donc, on a cessé l'utilisation d'Amazon. Ça paraît loin. Voici un exemple, juste avant l'exemple. Donc, pourquoi c'est un enjeu? Bien sûr, parce que ça met en jeu les valeurs d'équité, d'égalité et de non-discrimination. Donc, l'exemple d'Amazon nous paraît un peu loin. Prenons un exemple plus près, puis je remercie Jean-François Morissette de l'Espace Techno pour l'avoir réalisé. Donc, Jean-François a demandé à Copilot, sur son poste de travail du cégep, « Peux-tu me générer une image d'une personne qui est dirigeante d'entreprise? » Et à force de relance, ça a été à la 11e diapo pour que le Copilot propose l'image d'une femme et une femme en cravate. En langage informatique, on dit « garbage in, garbage out ». Donc, si on fournit des données qui ne sont pas représentatives, qui sont faussées ou avec des stéréotypes, le résultat de l'IA sera nécessairement stéréotype faussé. Donc,
Pour ChatGPT, il y a un biais, bien sûr, qui provient des données. On le sait, on le dit, ChatGPT est entraîné sur les données du web. Or, les données du web sont entrées par des personnes qui ont accès à la technologie. Donc, c'est des données qui sont biaisées en faveur des cultures occidentales, industrialisées et anglophones. Il y a une étude qui a révélé que les IA génératives d'images ont tendance à favoriser les codes de l'architecture occidentale au détriment de ceux représentant d'autres cultures, donc en raison des biais des données. Et les réponses, on devine, de l'IA concernant les premiers peuples risquent d'inclure des biais coloniaux et racistes parce que les données des premiers peuples sont plus limitées et proviennent des archives coloniales. Les données peuvent provenir aussi, ou plutôt les biais peuvent provenir aussi des humains. On a vu que l'humain est impliqué à 2 niveaux pour l'entraînement de ChatGPT. Donc l'humain, lui, intervient toujours avec sa culture, sa représentation, ses idées. Donc, ChatGPT aurait tendance à favoriser des opinions situées plus à gauche qu'à droite sur le spectre politique, révèle une étude. À l'inverse, le modèle BART, qui est devenu Gemini, développé par Google, favoriserait des positions plus conservatrices. Donc, en conséquence, ce qui risque d'arriver, c'est que par interaction répétée avec les outils d'IA générative, ça peut influencer les opinions des personnes et mener ce qu'on appelle un risque de persuasion latente. Nos étudiants, nos étudiantes peuvent ne pas savoir que les données générées par l'intelligence artificielle ne représentent pas toute la complexité des sociétés et que certaines opinions, minoritaires ou marginales, seront exclues du débat. Donc, les valeurs mises en jeu, c'est le souci d'objectivité et l'autonomie des étudiants. Et je dirais que c'est une tendance qui, je pense, risque de s'accentuer parce que l'intelligence artificielle est entraînée sur les données qui sont publiées sur le web. Or, de plus en plus de données publiées sur le web proviennent des IA génératives. Ajoutons à cet enjeu l'enjeu de l'opacité. Les IA génératives comme ChatGPT fournissent des réponses sans nécessairement fournir le raisonnement, les raisons ou les références. Quoique c'est appelé à changer, c'est à suivre, parce que ChatGPT a lancé il y a quelques jours, OpenAI, la compagnie de ChatGPT, a lancé le ChatGPT O1, qui serait capable de davantage analyser des problèmes complexes, surtout en mathématiques, et de pouvoir documenter son raisonnement. Donc, on l'a entraîné par l'entraînement par renforcement là, pour y arriver. Donc, il y a cet ajout-là qui intervient pour ChatGPT, c'est à suivre, mais pour l'instant, il y a quand même un enjeu d'opacité. Le risque pour les étudiants, ça limite leur esprit critique quant au contenu généré. Ils ne peuvent pas en juger, il est fourni directement. Puis ça diminue possiblement l'importance qu'ils accordent aux sources utilisées pour la production de contenu. Autre enjeu à considérer, c'est la possibilité de fausses corrélations. Donc, on l'a vu tantôt, l'intelligence artificielle procède par corrélation. À travers les données, on identifie les tendances, puis c'est ça qui représente la réalité. C'est un exemple classique, là, mais il y a une forte corrélation dans le Maine entre la consommation de margarine et le taux de divorce. Donc, l'IA, on aurait tendance à dire que ça représente la réalité. On sait, nous, comme humains, qu'il ne peut pas y avoir un lien de causalité, mais l'IA n'a pas la causalité. Donc, le sens commun, la causalité échappe à l'intelligence artificielle, d'où la prudence toujours, c'est dans les équipes de recherche, mais c'est pour nous aussi, prudence dans les corrélations qui sont tirées. Il y aurait beaucoup à dire sur l'avènement de la corrélation comme méthode de recherche en sciences, là, mais précisons que c'est un long processus quand même, la corrélation. Donc, l'IA, pour reconnaître un chat, on doit lui présenter des milliers, voire des millions d'images, alors que le jeune enfant, vous avez l'expérience peut-être comme moi, après quelques exemples, il est capable d'identifier un chat. Donc, quand même, ça a des limites. Là. Ça a une force, mais ça a des limites. Allons-y avec l'enjeu de la qualité de l'information. La qualité de l'information, c'est l'information qui est exacte autant que possible, qui ne déforme pas les faits, qui ne vise pas à tromper ou à manipuler et provient de sources fiables. Il y a 3 types de risques. La mésinformation, donc une information qui déforme les faits ou est erronée, sans but nécessairement de manipuler. Il y a la désinformation, l'information erronée ou déformant la réalité transmise dans le but de manipuler.
et la malinformation, donc une information non erronée mais exagérée et utilisée de manière à manipuler ou causer un préjudice. On va se concentrer sur les deux premiers types de risques. Il y a un risque de mésinformation avec l'IA générative comme ChatGPT. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, le contenu qui est proposé, c'est un contenu qui est probable et un contenu qui est vraisemblable. Et c'est un contenu qui est proposé, même quand c'est faux, parce que ça arrive, mais toujours de façon convaincante et dans une syntaxe qui est de bonne qualité. Donc, ça donne confiance. Or, contenu probable ou vraisemblable, ça n'équivaut pas nécessairement à contenu véritable. Ce qui peut mettre certaines valeurs en jeu, à savoir le respect du savoir, la rigueur et le respect de la vérité, ce qui peut modifier donc ce rapport de plus largement au savoir chez l'étudiante et l'étudiant. Et ça s'ajoute aux bulles informationnelles. Donc, je vais dire quelques mots de ce phénomène qui est encore une fois lié à l'intelligence artificielle. Donc, j'ai pris les données de septembre 2024 du sondage réalisé par CROP et le Centre d'études sur les médias. Les 18-34 ans consultent Facebook et Instagram chaque jour pour suivre l'actualité en ligne dans une proportion de 70 %. Seulement 16 % des 18-34 ans consultent l'actualité directement sur les sites de nouvelles. Or, sur les réseaux sociaux, l'information n'est pas aléatoire, puis elle n'est pas la même pour tout le monde. Les réseaux sociaux utilisent des intelligences artificielles pour analyser le comportement, les préférences de l'utilisateur et lui proposer des contenus qui lui plaisent. Donc, pour la publicité ciblée ou encore pour des publications, pour que la personne clique. Donc, l'idée, c'est de retenir le plus possible la personne sur la plateforme. Or, c'est la même logique qui s'applique pour les informations qu'on diffuse aux gens. Donc, la personne se retrouve toujours avec l'information qui lui plaît. C'est un risque donc de bulle informationnelle, c'est-à-dire un enfermement intellectuel de la personne qui se voit proposer des contenus conformes à ses préférences. Deux risques. La personne est moins soumise à des points de vue différents et ça mène à un risque de polarisation des positions et donc de fragiliser le débat démocratique. Dans ce rapport, le Conseil supérieur de l'éducation et la Commission de l'éthique en sciences et technologies formulent ces recommandations que sont expliquées aux personnes étudiantes de façon claire et transparente les risques posés par l'IA générative relativement à la qualité de l'information et que les personnes étudiantes sont invitées à diversifier les sources d'information en s'appuyant notamment sur les sources primaires et sur l'expertise des personnes enseignantes lorsque cela est possible. Précisons qu'il y a un risque de mésinformation, mais qui n'est pas propre aux IA génératives, mais qu'il est amplifié. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent amplifier ou donner confiance aux IA génératives. D'ailleurs, une étude qui révèle que les informations générées par ChatGPT, même lorsqu'elles sont fausses, sont plus convaincantes que celles rédigées par des êtres humains. Peut-être en partie parce que on le propose de façon convaincante, la syntaxe est bonne. Et deuxième raison sur laquelle je vais insister, c'est l'ajout d'une voix avec ChatGPT 4o, qui imite la voix humaine. Donc, pour l'instant, cette voix-là n'est pas accessible pour le ChatGPT 4o en ligne gratuit, mais j'ai appris que c'est disponible maintenant sur la version payante. Et ça risque de changer quand même considérablement le rapport aux agents conversationnels, le rapport à l'IA. C'est une vidéo qui date un petit peu. La voix, c'est pas top, là, comme disent les Français, là, mais c'est quand même... ça vous donne une idée du potentiel. On a ChatGPT qu'on peut questionner, qu'on peut lui proposer un problème mathématique, un problème philosophique, peu importe le problème, puis on peut lui demander de nous aider. Donc, c'est quand même pour les tuteurs intelligents, là, c'est un changement important.